Donc Patrick Le Petit, qui s'est beaucoup intéressé au surréalisme, a beaucoup travaillé sur la relation entre symbolisme, Péladan et surréalisme, avec de nombreux ouvrages, dont le plus connu sur le sujet est Parcours souterrain, qui a été également traduit en anglais. Un livre aussi intéressant sur l'Arcane 17 de Breton, écrit en anglais. Breton's Arcane 17, A Contemporary Celebration. Aussi beaucoup écrit sur Céline, pas en bien d'ailleurs, je dois dire, sur les dernières rééditions possibles et décalées. Mais la spécialité de Patrick, c'est vraiment de montrer comment l'ésotérisme et le surréalisme se sont mêlés et comment, au fond, certains surréalistes se sont reconnus autour de Péladan. Patrick. On ne dira jamais assez l'influence exercée par le symbolisme sur le jeune André Breton, profondément hanté par les idées de ce temps et de ces hommes. Le chef de file du surréalisme, qui a toujours reconnu sa dette envers les symbolistes, déclare ainsi, en 1952 encore, au début de ses entretiens avec André Parénaud, je le cite, « La critique de notre temps a été très injuste envers le symbolisme », en ajoutant que ce qu'il trouvait exemplaire chez les peintres de cette école, c'était la tenue, parce que, disait-il, ils ne mettaient rien au-dessus de la qualité, de la noblesse d'expression. Je le cite encore, « Dans l'ombre qui s'épaississait autour d'eux, mais qu'ils avaient aimé et qui leur allait fort bien, je gardais ma vénération, le mot n'est pas trop fort, à ces grands témoins d'une époque révolue, qui s'étaient maintenus purs de toute concession et regardaient sans amertume la place dérisoire que la critique officielle leur faisait. On peut vraiment dire qu'ils étaient au-dessus de cela. » Fin de citation. Or, le symbolisme, ce moment emblématique de la fin du XIXe et des premières années du XXe siècle, qui, selon le surréaliste José Pierre, je le cite, « plus encore qu'une crise esthétique, fut avant tout une crise morale, non point seulement un problème concernant l'art ou la littérature, mais la difficulté d'être et de vivre », fin de citation, apparaît, ainsi que le fait observer Edward Lucy Smith, comme le, je cite, « produit caractéristique d'une culture relativement unifiée, transcendant les frontières nationales et dirigée par une élite résolue à marquer la distance existant entre elle et le peuple », fin de citation, une élite pour laquelle les arts constituent un monde clos, particulier, régi par des règles internes et possédant un langage propre. Voilà pour le contexte. Il apparaît clairement que la figure de Joséphin Péladan, vous l'aurez beaucoup vu celui-là, alias le Tsar Mérodach, qu'Anatole France présente comme platonicien et mage, et les mauvaises langues comme le mage d'Épinal, est absolument indissociable de ce moment symboliste. Car Péladan, esthète esthétique, féru, mais peut-être un peu superficiellement d'ésotérisme, voire simple néo-catholique littéraire, comme le dit Mario Praz, joue dans la galaxie symboliste un rôle comparable, quoique sur un mode mineur, à celui que jouera Breton chez les surréalistes, celui d'animateur et de passeur à dimension internationale. Professant que, je le cite, « l'art nous doit un spasme transcendantal », Péladan, qui n'est pas absurde en matière littéraire de situer quelque part entre Stanislas de Gaïta et Saint-Paul Roux, moins authentiquement marqué toutefois par l'ésotérisme que le premier, moins lyrique que le second, et comme beaucoup d'écrivains de l'époque, obsédé par le thème de l'androgyne. Au fait de sa gloire, son influence est telle que Gabriele D'Annunzio, par exemple, le plagie ouvertement dans son premier roman, L'Enfant de volupté, en 1889.